Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Croissance pour tous. Alors, on a un petit peu de retard, 5 minutes. Voilà, la technique, c'est pas quelque chose de parfait parfois, mais l'essentiel, c'est qu'on soit là. Et puis, bonjour bien évidemment à tous ceux qui vont nous regarder en replay sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Marc, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Un grand merci de ton temps, je sais, qui est précieux comme nous tous. Donc, on redémarre une nouvelle saison. On avait redémarré déjà fin septembre avec Laurent. Et donc là, on redémarre ce cycle de masterclass avec la thématique du jour sur les techniques de vente et notamment comment valoriser sa proposition commerciale. Donc, je vous rappelle, dans le cadre du programme d'accompagnement Croissance pour tous, qui est un programme destiné aux entrepreneurs, aux indépendants, consultants, formateurs, qui souhaitent, à travers ce programme, durant une période de 3 mois, mettre en place leur stratégie de croissance de manière très opérationnelle. Dans ce cadre-là, on a ces masterclass comme depuis maintenant un an. On ouvre au grand public tous les mardis à 17 heures, ce qui nous permet de partager du contenu avec la communauté, faire intervenir des experts dans leur thématique. Et puis bien évidemment, on ne se cache pas, on ne se cache jamais ici, faire la promotion de notre programme avec Croissance pour tous. Donc, dans ces masterclass, vous allez retrouver tout au long de l'année des sujets très opérationnels et dont vous avez besoin en tant qu'entrepreneur pour vous aider à développer votre activité. Et on va traiter tout ce qui tourne, bien évidemment, autour du digital, toujours appliqué à la vente et au marketing. Et depuis maintenant un an, on fait aussi intervenir des experts sur les techniques de vente parce qu'on s'est aperçu que c'est bien d'attirer du trafic sur son site web, c'est bien de se faire connaître avec les réseaux sociaux, c'est bien de mener des interviews et des rendez-vous, mais souvent, ce qu'on a constaté, et ça, je pense que tu ne me contrediras pas, mon cher Marc, c'est quand on est consultant, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on a un grand savoir-faire, on est passionné par ce que l'on fait, on est passionné par le fait notamment d'accompagner, de transmettre. En revanche, on n'a pas forcément été formé aux techniques de vente, on n'a pas forcément été formé au commercial. Et c'est souvent là aussi que le bas blesse sur la transformation. J'ai des contacts, on sent que les gens sont intéressés, mais pour des raisons qui m'échappent, le business ne se concrétise pas. Et donc, d'où l'intérêt de faire, voilà, de partager avec vous, à travers d'experts comme toi, des tactiques, des méthodes dont on sait qu'elles fonctionnent pour essayer de vous apporter le maximum de valeur sur ces sujets. Alors, Marc, nous, on se connaît depuis très longtemps, puisque il y a plus de 25 ans, on s'était croisés, tu te rappelles, chez un opérateur téléphonique. Voilà, puis après, on a navigué chacun. Le monde est petit quand même, tu en conviendras. On est bien Donc d'accord. après, Ouais. on a chacun navigué dans nos sphères. Et puis, écoute, on a la chance de pouvoir se retrouver déjà sur notre magnifique territoire d'Aix-en-Provence. Et puis, finalement, sur des activités qui sont complémentaires. Donc, encore un grand merci de participer à cette masterclass. Je vais te céder la parole sur un sujet, comment valoriser sa proposition commerciale. C'est clair que dans les techniques de vente et dans le parcours de la vente, bon, on a l'entretien découverte, la qualification, etc. Et puis, à qui c'est pas arrivé d'envoyer une propale en pensant que le premier rendez-vous s'est super bien passé, et puis pas de nouvelles. Alors là, c'est le trou noir, on relance, il se passe rien. À qui c'est pas arrivé, et moi le premier. Et pour ça, Mhm. il y a peut-être, on s'aperçoit peut-être des choses qu'on n'a pas forcément bien faites en amont, ou en tout cas, peut-être qu'on n'a pas mis de son côté toutes les chances de pouvoir faire en sorte que cette étape cruciale de la proposition commerciale fonctionne un peu mieux. Donc c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Je me permettrai, mon cher Marc, éventuellement de t'interrompre le cas échéant, parce qu'on stream en live sur les réseaux sociaux, comme tu le sais. Donc si je vois passer des questions ou des personnes qui sont dans le webinaire actuellement, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaye de faire en sorte que ces sessions soient le plus interactives possible. Voilà, Marc, je te cède la parole. Donc, comment on fait alors pour valoriser sa proposition commerciale et essayer d'augmenter nos conversions? Tu as dit beaucoup de choses déjà. Merci. Donc bonsoir à tous. Merci Olivier pour cette invitation. Tu as dit beaucoup de choses déjà, puisque quand on parle valorisation de propositions commerciales, on ne peut pas dissocier ça du taux de transformation.
Ce taux de transformation, tu le sais, vous le savez, c'est quelque part la réussite de signature par rapport à toutes les propositions que vous êtes amené à faire. Donc forcément, il va y avoir un lien fort entre ces deux notions, entre la valorisation de la proposition commerciale. Donc ça, c'est vraiment déjà un terme assez fort. On va voir pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis donc ce fameux taux de transformation qui nous anime tous, qui nous motive tous, puisqu'on on est rythmé par ça, par rapport aux objectifs que l'on s'est tous fixés. Et forcément, ce taux de transformation va guider un peu nos réussites ou parfois va nous mettre un peu en défaut. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la valorisation de l'offre, tu as dit un petit mot tout à l'heure, il y a évidemment des étapes avant. Il y a plein de commerciaux peut-être qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a aussi des indépendants qui ne sont pas forcément des commerciaux, mais qui, de par leur métier, de par leur quotidien, sont amenés à vendre. Voilà, donc ils sont amenés à vendre des produits, des services. Et il est important de cadrer un peu le sujet avant de parler vraiment de cette valorisation de la proposition commerciale. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément des commerciaux dans l'âme. Parfois, ils mènent un peu des entretiens de vente un peu au feeling, un peu en freestyle, des fois. Bon, des fois, ça aboutit, des fois non, des fois, c'est un peu compliqué. On rallonge un peu le cycle de vente. Donc, on va déjà rappeler un point essentiel, c'est que la vente, comme beaucoup d'autres sujets, ça répond à une méthode. Ah, ça, c'est un point important. On croit que tout le monde peut vendre. Oui, dans les faits, tout le monde peut vendre, comme tout le monde peut manager quelque part. Mais il y a une méthode et ça répond à des points à essayer de respecter pour se faciliter les rendez-vous de signature. Puisqu'aujourd'hui, on le sait tous autour de cet écran, il y a forcément des difficultés. Le monde est assez concurrencé. Il y a beaucoup de concurrents. On se tire un peu dans les pattes. Donc, c'est important de respecter ça. Alors, je voulais juste, Olivier, avant de répondre à ce sujet de fond, rappeler les 4 étapes principales de la vente qu'il va falloir essayer de dérouler dans l'ordre. Ça compose un entretien. Alors, évidemment, le démarrage de l'entretien, c'est ce fameux premier contact. Dès lors qu'on découvre notre interlocuteur, qu'on ne connaît pas, là, l'objectif, on le sait tous, c'est de faire une bonne première impression, de travailler sa posture, ça en découle, et de donner confiance et de renvoyer de la confiance. Ça, c'est important. Donc, étape très rapide de cet entretien de vente, suivi, tu en as parlé brièvement, de la phase de découverte. Alors là, on est dans l'étape clé, c'est l'étape incontournable, cette phase de découverte. Simplement, à moins de lire dans une boule de cristal, on n'a rien trouvé de mieux en fait que de poser des questions. Donc, il va falloir poser des questions, il va falloir comprendre les besoins, il va falloir comprendre les enjeux, les motivations de son interlocuteur. Donc, c'est souvent l'étape qui conclut le premier rendez-vous. Souvent, la vente est coupée en 2 ou 3 rendez-vous. Donc, très souvent, prise de contact plus phase de découverte, ça nous permet d'arriver à la fin de ce premier rendez-vous. Derrière, les 2 autres étapes qu'on va évidemment détailler, et notamment celle qui suit un peu plus tout à l'heure, c'est l'étape de l'argumentation. C'est un peu l'autre terme que l'on emploie dans le jargon pour présenter son offre, pour justement la valoriser. Donc, l'étape de l'argumentation qui va permettre justement de présenter et surtout de la valoriser. On verra comment juste après. Enfin, dernière étape évidente, le closing, la conclusion, la signature. C'est une étape, c'est la finalité évidemment de notre rendez-vous. Parfois, il y a une 5e étape qui vient se greffer entre l'argumentation et le closing. C'est une étape qui s'appelle la négociation. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut arriver selon le métier, selon le secteur d'activité dans lequel on est. Et puis, parfois, on peut être amené à faire face à de la négociation quand les 2 étapes que j'ai citées, c'est-à-dire la découverte et l'argumentation, n'ont pas été assez explorées, ne sont pas passées parfaitement. L'interlocuteur, notre prospect, notre client peut venir nous chercher un peu des noises dans cette affaire-là et ça nous amène sur de la négociation, essayer de discuter de quelque chose, de repartir avec pour lui une victoire. Voilà un petit peu les différentes étapes. Donc il faut les faire dans l'ordre. Il est hors de question de faire des va-et-vient d'une étape à l'autre. Les choses sont plutôt bien faites. Et donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire une bonne première impression et créer un climat. Il y a un temps pour comprendre l'autre et son besoin. Il y a un temps pour présenter votre meilleure proposition et évidemment la défendre. Et puis, il y a un temps pour engager la conclusion et aller chercher la signature. Voilà un petit peu ce que je voulais recadrer au démarrage.
Alors, bien Je me évidemment, permets de te couper, oui, Marc, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé en préambule, notamment pour ceux qui nous regardent en replay, parce que toutes ces masterclass, elles sont streamées sur les réseaux et puis après, elles sont rediffusées pendant un long moment, encore une fois sur les réseaux, pardon. Et du coup, si les gens te regardent en replay, ils peuvent te joindre sur LinkedIn. C'est le canal de communication qui est le plus approprié, hein. Vous cliquez sur Marc Tavernier, ouais. vous lui envoyez un message, il sera ravi de pouvoir répondre plus tard. Je serais ravi. J'ai plus de Minitel, donc c'est vrai que LinkedIn me paraît plutôt pas T'as plus mal. de Minitel, oh mon cher Marc. Tu has been. Oui, c'est ça. Donc voilà un petit peu le décor comme il est planté. Donc je l'ai dit tout à l'heure, évidemment selon le métier que vous avez, l'activité, le domaine, vous pouvez faire un rendez-vous et vendre à l'issue de ce premier rendez-vous. On appelle ça du one shot. C'est de moins en moins fréquent. On est souvent sur une vente plutôt conseil, donc ça entraîne un deuxième, un troisième rendez-vous. Chaque face à face, évidemment, on va devoir le préparer comme le premier pour essayer d'être le plus professionnel possible. Voilà un petit peu la partie, je dirais, de l'introduction. Pour Alors, essayer, j'ai une première remarque, une première question, oui, je t'en là, je vois prie. en même temps sur la chaîne. Euh, c'est Florian qui nous dit mais j'aimerais bien avoir une masterclass sur l'entretien découverte. Tu Je vois, comprends. mais c'est vrai je crois qu'on n'en a jamais fait de mémoire. Mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est une étape tu l'as dit, une étape clé et qui est souvent aussi, mais pour le coup, pas forcément bien faite dans les règles de l'art. Alors, c'est l'étape clé. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'étape incontournable, c'est l'étape capitale. Toutes les étapes sont importantes, évidemment. Mais Florian a vraiment raison. Je pense que c'est peut-être un sujet qu'il faudrait redécortiquer pour rappeler les points de passage et les objectifs à atteindre. Évidemment, je partage l'avis de Florian. Donc, une fois qu'on a réussi cette phase de découverte, ça va nous permettre, évidemment, derrière, d'avancer dans cet entretien. Donc, on part de la situation que le premier rendez-vous se termine à l'issue de cette phase de découverte. Donc, derrière, évidemment, il va falloir préparer un devis, il va falloir préparer une offre que l'on va pouvoir structurer. Il y a 3 points. J'ai essayé de simplifier au maximum. J'ai essayé de répertorier 3 points qui vont permettre déjà de se mettre dans de bonnes conditions pour réussir cette valorisation de la proposition. La première étape, premier point, on vient d'en parler, c'est d'avoir réussi cette phase de découverte. Si elle n'est pas réussie, si je n'ai pas posé toutes les questions, si je n'ai pas vraiment tout verrouillé ce que je dois comprendre de mon interlocuteur, forcément derrière, je risque de partir un peu de manière un peu boiteuse pour préparer la meilleure offre, parce que l'idée évidemment d'une proposition, c'est de coller le plus près possible aux besoins du client. Donc, premier point, avoir réussi cette fameuse découverte, c'est capital. Deuxième point, élaborer, ça paraît évident, élaborer la proposition qui correspond parfaitement aux attentes du client, du prospect. L'idée, c'est pas lors de cette phase d'argumentation, de présentation de l'offre, l'idée, c'est pas de partir dans tous les sens, c'est pas de montrer comment on est fort ou combien on est fort. L'idée, c'est vraiment de répondre le plus juste possible. Là aussi, dans les stagiaires que je suis, très souvent, les propositions sont un peu fouillis, ça part un peu dans tous les sens. Or, votre interlocuteur, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui propose quelque chose qui l'intéresse forcément, puisqu'on lui a posé des questions et puisqu'on a terminé cette phase de découverte. Donc, il va falloir répondre parfaitement, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on est dans le vif du sujet, il va falloir valoriser cette proposition. L'idée, encore une fois, et c'est souvent ce que j'entends ou ce que je constate, c'est qu'à la sortie du premier rendez-vous, à l'issue de cette phase de découverte, qu'est-ce que l'on fait? On remercie notre interlocuteur et puis on lui dit très simplement, je vais vous envoyer le mail, vous aurez la proposition, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler. Et là, on se tire une balle dans le pied, cher Olivier. On n'a pas valorisé cette offre. Donc, ce qui va être important, c'est de la rédiger, OK, d'être en phase avec ce que veut le client, OK, mais surtout, il va falloir défendre cette offre, il va falloir la mettre en avant, il va falloir l'expliquer, il va falloir en quelque sorte convaincre, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, après la phase d'argumentation, c'est la signature, c'est le chose final en fait. Donc on n'a plus beaucoup de temps pour convaincre notre interlocuteur, et donc ça va passer évidemment par cette fameuse proposition. Donc ce troisième point, c'est important,
euh, vraiment de bien mettre en avant tous les éléments que votre interlocuteur doit retrouver par rapport à ses besoins initiaux. C'est bon pour toi, Olivier? Impeccable. Je check en même temps Bon, allez, sur les check again, réseaux. hein. Tu peux Ne laisse pas continuer. passer de choses. Non. Donc, pour avoir une chance de bien défendre son offre, de bien la valoriser, d'être percutant, d'être différenciant, d'apporter vraiment de la valeur, pensez à vos concurrents, donc d'apporter de la valeur, il va être essentiel, euh, dans une très large majorité des cas, de faire ce fameux rendez-vous pour présenter son offre. C'est-à-dire qu'on va oublier, dans la majeure partie des cas, l'envoi d'un mail avec une proposition. Dès lors que vous envoyez un mail, c'est terminé, vous appuyez sur envoi, vous n'avez plus de lien avec votre interlocuteur, il n'y a plus de deuxième rendez-vous, et derrière, ça va être galère, parce qu'il va falloir relancer une fois, deux fois, 10 fois votre interlocuteur pour essayer d'avoir un échange avec lui. Imaginez un peu si vous avez 2, 3, 5, 10 offres dans le même cas, vous allez passer votre temps en fait à relancer vos interlocuteurs. C'est chronophage, c'est pas amusant. Une fois qu'on a testé la relance par mail, par téléphone, on ne sait plus trop quoi faire. Vous allez vous mettre en difficulté. Donc, essayez d'oublier cet envoi de mail pour la proposition. Au contraire, bien au contraire, il va falloir fixer un deuxième rendez-vous à Alors, l'issue. je me permets de te couper, Bien parce sûr. que là, j'ai une première réaction pareil sur les réseaux. Donc, la personne qui me dit, ouais, donc, tu conseilles de ne pas envoyer de proposition par mail. OK. Mais si le client ne veut pas, qu'est-ce que tu conseilles? Ça se travaille, Olivier. Évidemment, il va Je falloir sais. encore une, Qu'est-ce que encore tu une réponds? fois. J'ai parlé tout à l'heure de démarrage d'entretien, de posture, de donner confiance. C'est dans ces toutes premières secondes, toutes premières minutes, puisque la prise de contact, ce qu'on appelle aussi le bris de glace, au démarrage de l'entretien est assez rapide. Ça va durer entre 1 et 3 minutes selon les entretiens. Mais dans ce laps de temps, il va falloir travailler cette posture pour montrer, pour envoyer des signaux à votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne, que vous êtes un expert, que vous êtes un professionnel, et qu'à ce titre, vous allez déjà le conditionner quelque part à ce qu'il signe avec vous, si évidemment toutes les planètes sont alignées. Et ça veut dire que lors de cette fin de premier rendez-vous, l'objectif, ça va être de trouver la bonne phrase, le bon ton qui va bien, pour lui montrer quelque part qu'il n'a pas trop le choix non plus. C'est une logique. Et ce que j'allais expliquer juste après, mais ça répond tout à fait à cette question, c'est qu'à un moment donné, vous êtes un professionnel. Votre rôle, c'est pas de faire des propositions et de les envoyer par mail. Vous n'êtes pas un distributeur de Ouais, propositions par mail. c'est Vous allez ça. passer du temps pour faire cette proposition. Selon le métier, vous passez peut-être 1 heure ou plus à la faire. Donc l'idée, c'est pas juste de dire ah ben, il vous faut une proposition, ben, je vous l'envoie. Non, ça va au-delà de ça. Il va falloir vraiment tout faire pour montrer l'importance d'expliquer cette proposition. Parce que c'est ce que je dirais tout à l'heure. Dans cette proposition, il y a peut-être des éléments techniques qui sont évidents pour vous, mais qui pour peut-être un novice ou pour un interlocuteur qui est moins, je dirais, expert que vous en la matière, c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné dans cette explication de texte. Et vous verrez qu'il y a une logique. C'est qu'à l'issue de cette explication de texte, il y aura forcément des questions qui vont arriver. Mais vous aurez toujours votre interlocuteur en face. C'est là où vous allez gagner des points. Alors je reviens sur la question que je n'ai pas esquivée de la personne qui te l'a posée. Évidemment, si dans le pire des cas, je n'arrive pas à programmer ce deuxième rendez-vous, alors que j'ai vraiment insisté et expliqué tout l'intérêt de ce deuxième rendez-vous, évidemment, dans le pire des cas, je vais essayer à minima de ressortir avec quelque chose, avec une visio ou avec un appel téléphonique après avoir envoyé cette proposition, parce que pour moi, c'est important que j'explique ce que j'ai mis dedans. Pourquoi j'ai mis ça dans cette proposition et quel est l'intérêt pour l'interlocuteur. C'est ça, valoriser l'offre. Hein. C'est pas juste Ouais, bien sûr. du vent. C'est Bah oui. vraiment lui montrer tout l'intérêt qu'il y a dans cette offre-là par rapport au premier rendez-vous et par rapport aux besoins et aux attentes qui sont les siennes. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis et pour essayer de compléter, mais tu l'as dit, mais j'insiste dessus. Le prospect qui veut pas te recevoir sur la proposition commerciale, on peut déjà s'interroger sur la légitimité, entre guillemets, du projet. Et aujourd'hui, franchement, avec les Zooms, les Teams, etc., à minima, tu l'as dit, et moi, ça, je sais que je le pratique, je préfère voir les gens en physique. Mais bah, OK, on se fait un Zoom et je vous montrerai la proposition par Zoom. Là, s'il y a deux refus là-dessus,
mon avis, ça commence à sentir le sapin, comme on dit. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Ça donne, je parlais tout à l'heure de motivation dans la phase de découverte, C'est au-delà ça. des besoins, des attentes. On doit aussi jauger un peu la motivation de notre interlocuteur. Le premier rendez-vous, très souvent, il dure 40, 45 minutes, 1 heure, selon le métier. Donc, pendant ce laps de temps, on a du temps, en plus de poser des questions, de jauger un peu la motivation de notre interlocuteur. Ouais. Entre le moment où on est rentré en rendez-vous et le moment où on termine ce premier rendez-vous, tout notre jeu de questions doit être aussi axé autour de la motivation, de faire mûrir le projet de notre interlocuteur. Donc ça, c'est important. Et puis encore une fois, on est là pour lui rendre service. Alors c'est un peu facile de dire ça, parce qu'on a aussi besoin de lui ou d'elle. Mais on est là, si la personne a accepté le rendez-vous, quelque part, c'est qu'il a un peu besoin de nous, il a un peu besoin de nous écouter, il a un peu besoin de voir ce qu'on peut lui proposer. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. Trop souvent, le commercial part un peu la fleur au fusil dans l'entretien, avec une position un peu qui n'est pas dominante, qui est au contraire une position un petit peu en dessous de notre interlocuteur. Et il faut inverser les rôles, hein. Déjà qu'on va chez lui, chez eux, chez elle, c'est important d'inverser les rôles et de montrer que on est incontournable dans cette affaire-là. Et que si on est l'expert, il va falloir que tout ce qu'on va lui dire, quelque part, ça résonne positivement. Donc, si on a ce deuxième rendez-vous, un autre effet important, c'est qu'on va garder la main avec le client le plus longtemps possible. Si on n'a pas ce deuxième entretien, le lien est coupé. Le lien va se faire uniquement à distance, par mail, par éventuel rappel téléphonique. Et évidemment, dans ce deuxième cas, on va se compliquer la tâche. Le lien étant terminé, on va avoir des ventes plus longues, parfois même la vente ne va pas aboutir, ou des fois, on n'a plus de son ni d'image de notre interlocuteur. On se demande pourquoi d'ailleurs, entre il y a une semaine et aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles, parce que peut-être que son besoin n'était pas si fort que ça, et peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres sujets pour lui qui sont devenus beaucoup plus importants et notre proposition passe un peu à l'as. Donc, vraiment garder le lien avec notre interlocuteur, ça veut dire caler un deuxième rendez-vous. Voilà, ça c'est important. Donc, ce deuxième rendez-vous, s'il est vraiment impossible, je rejoins la personne qui t'a posé la question, on va essayer de trouver une alternative, tu en parlais, soit une visio, en disant, écoutez, c'est important, malgré tout, si vous ne pouvez pas m'accorder ce rendez-vous-là, au moins se faire une visio ou un point téléphonique pour que je puisse vous expliquer pourquoi j'ai mis ça dans le devis, afin que derrière, il puisse y avoir encore un échange et qu'il puisse peut-être me poser des questions. Ça peut avoir du sens. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la valorisation de l'offre? Je disais que l'offre, ça se défend parce qu'il va falloir l'expliquer et on va voir pourquoi et surtout comment on va l'expliquer. Tu me dis si au niveau du temps on est bon. On est bon, tu as 15-20 minutes tranquille devant On est pas toi, quoi. mal. J'ai répété Ouais. toute la nuit, donc on est pas mal. Euh, Tu es modeste, tu donc, es modeste. donc il va falloir se mettre Toutes les dans les... conférences que tu fais sur la vente, tu es modeste. Mais j'invente beaucoup. Donc, il va falloir se mettre dans l'idée aussi que c'est pas au client, c'est pas au prospect d'essayer de comprendre ce qu'on a voulu mettre dans cette proposition. Et c'est le risque si je l'envoie. Si je l'envoie, il va regarder la proposition, il va vite regarder. Malheureusement, il risque d'aller très vite, très bas dans la page et arriver au prix. Donc forcément, on se limite un petit peu. Or, si c'est moi qui lui explique en face à face, par exemple, je vais pouvoir mettre en avant ces arguments, je vais pouvoir insister et expliquer pourquoi j'ai mis telle ou telle caractéristique dans mon offre et pourquoi je n'ai pas mis une autre. Donc c'est ça aussi l'intérêt, la valeur, que d'arriver à garder le lien le plus longtemps possible avec mon interlocuteur, parce que lui, ce n'est pas un expert, alors que vous l'êtes dans votre domaine. Donc, si la découverte est une phase capitale, si l'argumentation est une phase incontournable, il va falloir aussi profiter de ce deuxième rendez-vous pour mettre un peu du rythme dans ce rendez-vous. Parce que l'idée, ce n'est pas de lire un devis, qui le lise de son côté, que vous lisez du vôtre. Il ne faut pas que ce soit monocorde, il ne faut pas que ce soit tristouné. Il va falloir que ce soit évidemment une étape avec du rythme, quelque chose qui se vit dans l'entretien. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'avant-dernière étape si tout se passe bien avant la signature. Donc il va falloir être convaincant, il va falloir que ce soit descendant, il va falloir que ce soit percutant. Et donc, il va falloir y mettre la forme, en plus du fond. Il va falloir utiliser tous les leviers qui sont à votre disposition, des leviers de communication classiques auxquels on ne pense pas toujours dans ces moments-là. C'est adopter le bon ton, l'intonation qui va bien,
Il va falloir aussi y mettre le bon rythme, le bon débit, le bon volume. On a ça à notre disposition. Il faut l'utiliser. Il va falloir que ce soit vivant. Tout ce que vous avez écrit n'est pas important. En revanche, tout ce que vous allez lui dire, il va falloir que ça claque un petit peu au visage. Il va falloir qu'il comprenne tous les points clés de l'offre que vous avez préparée. Il va falloir tout simplement être convaincant. Voilà le point clé de cette phase d'argumentation. Et donc, c'est pour ces raisons-là, vous l'avez compris, que ce deuxième rendez-vous devient finalement capital et qu'on va se battre pour l'avoir. J'ai bien compris que ce n'était pas facile, et j'en conviens, mais encore une fois, vous ne vendrez pas à chaque rendez-vous, vous ne vendrez pas à chaque proposition. Donc l'objectif, c'est lorsqu'il y a de la motivation, l'envie, lorsqu'il y a un vrai besoin, ça va être évidemment de caler ce deuxième rendez-vous pour se donner un maximum de chances de réussir. Donc comme vous êtes en plus un expert dans vos domaines et que vous avez travaillé sur cette proposition, vous y avez passé du temps, c'est la bonne proposition au bon prix, il va falloir se dire, il va falloir se convaincre qu'il n'est pas envisageable, qu'il n'est pas concevable de l'envoyer par mail. Il faut que vous en soyez convaincus. L'histoire, elle est là. Hein. Si vous en êtes convaincu, vous serez peut-être davantage convaincant. Donc le simple fait de réduire sérieusement ces envois de mails, si vous en faites de moins en moins, peut-être qu'il y aura encore quelques ratés, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre et la vente, c'est du direct. Donc, on n'est pas des robots. On peut se louper, mais si vous réduisez de manière sérieuse ce nombre d'envois de mails, je peux vous certifier que de manière mécanique, ça va faire augmenter votre taux de transformation. Ce sera peut-être encore pas parfait. Il faudra travailler encore peut-être sur la méthode et sur toutes les étapes de la vente, mais mécaniquement, le fait de moins envoyer des devis, vous allez avoir un taux de transformation qui va un petit peu se rehausser. Et j'ai plein de cas parmi les stagiaires que j'ai accompagnés qui ont remarqué que naturellement, si on envoie moins de mails, forcément, ça marche mieux. Évidemment. Pas de questions, j'enchaîne? Oui, alors c'est peut-être une question, c'est pas une question, c'est une remarque et un commentaire, mais peut-être que tu en parles après, où on nous dit que de pouvoir remettre sa proposition commerciale en rendez-vous physique ou au pire sur un Zoom ou sur un Team, ça permet aussi de pouvoir jauger de la réaction de l'interlocuteur, chose qu'il est impossible par mail, et même si on utilise par mail, alors là c'est moi qui parle, hein, c'est pas la question. Si on utilise tu sais, maintenant il y a des solutions où quand tu envoies un lien, les gens cliquent, tu sais que la personne a cliqué, donc tu peux l'appeler derrière. Enfin bref. Mais voilà, donc je trouvais pas une question, c'est un partage que qui permet. Peut-être que tu en parles juste derrière, c'est pour ça aussi. Tu sais, les choses sont bien faites, Olivier. Je pense que je vais en parler derrière. Ça Je tombe le bien. lis dans tes pensées. Pas moi en l'occurrence, c'est l'internaute. Donc, quand on est dans ce rendez-vous en face à face, évidemment, on l'a préparé, on a bien travaillé tous les points que je vais aborder juste après. Et l'idée, encore une fois, et ça c'est un point capital, l'idée n'est pas d'énumérer toutes les caractéristiques de l'offre. Ça, votre client, votre interlocuteur, il sait lire, encore une fois, il a remarqué que vous avez mis à l'intérieur toutes les caractéristiques liées à votre produit, à votre offre. Ça, il sait le faire, donc il n'a pas besoin de vous. En revanche, la plus-value que vous allez avoir, et c'est là tout l'intérêt d'une phase d'argumentation et d'une valorisation d'offres en face à face, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant les avantages que ces caractéristiques vont lui apporter. C'est ça. Les clients n'achètent pas des caractéristiques, ils achètent des avantages, ils achètent un bénéfice. Donc il va falloir que votre valorisation de l'offre, votre face-à-face d'argumentation, il soit axé surtout sur la mise en valeur de ce que ça va apporter à votre interlocuteur. Telle caractéristique, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Eh bien, dans votre quotidien, elle va vous apporter ça ou ça. Et ça, votre interlocuteur, il doit l'entendre parce que ça, il ne sait peut-être pas le faire. Il a besoin de vous pour ça. C'est en ça que l'importance, en fait, d'avoir ce rendez-vous et de valoriser l'offre. C'est qu'il va falloir que vous lui montriez tous les avantages que votre offre dégage et qu'il touche du doigt parce que vous êtes en train de le mettre en avant. Et au final, le bénéfice qu'il va en tirer, le bénéfice global qui correspond quelque part un peu à ce qu'il avait envie d'entendre de votre bouche, de ce produit ou de ce service. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel
le fait de se retrouver face à votre interlocuteur sur un deuxième rendez-vous, c'est bien, mais derrière, il ne faut pas se louper là-dessus. C'est une avant-dernière étape et il va falloir convaincre, et on n'a pas mieux pour convaincre que de mettre en avant des avantages et des bénéfices. Évidemment, on va y mettre un petit peu d'émotion parce que ça fait partie du jeu. Il va falloir injecter ça, tout simplement parce que l'offre que vous allez présenter, quelque part, elle doit être unique. Et au plus elle sera unique, au plus elle va se différencier, évidemment, de vos concurrents qui, eux, sont peut-être aussi agressifs. Donc voilà le fait important que je voulais mettre en avant sur cette partie-là de la valorisation de l'offre. Et évidemment, pour aller dans le sens que tu me donnais tout à l'heure, de l'interlocuteur, enfin de la personne qui t'a posé cette question, cette remarque, évidemment, lors de ce face-à-face, on va sentir autre chose. On va avoir du feedback, on va avoir des réactions. Alors, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne parlent pas, mais il y a des gens qui ont une attitude corporelle qui les trahit un peu, dans un sens ou dans l'autre. Donc évidemment, le fait d'être face à votre interlocuteur, ça vous donnera l'opportunité d'analyser ses réactions, son feedback, d'une part, et d'autre part, évidemment, de faire à la fin de votre argumentation peut-être un résumé, rappeler les points clés de manière à ensuite savoir ce qu'il en pense. Parce que oui, à la fin d'une argumentation, en face à face, il va falloir poser la question. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous souhaitiez? Est-ce qu'on est en phase avec ce que vous attendiez? Il va falloir qu'il y ait de la réaction. On en profite. On a l'interlocuteur en face de nous. Évidemment, ça, vous l'avez compris, tout ça, on ne l'a pas si on l'envoie par mail. Donc, vous pourrez enfin répondre à ces questions. On appelle ça des objections dans le jargon. Mais ce sont des questions, ce sont des remarques, ce sont des mauvaises compréhensions. Il va s'instaurer un mini-débat et vous aurez l'opportunité d'éclaircir ces points, de réaffirmer d'autres choses et en tout cas de vous lancer dans une peut-être signature sur le moment. En parlant d'objections, pour ceux qui nous écoutent, je peux que vous renvoyer vers une masterclass qu'on avait faite l'année dernière. Ça devait être il y a un an, je pense, c'était dernier trimestre 2023. On a fait justement une masterclass sur comment gérer les objections, comment les anticiper. C'était très, très intéressant. C'était plus pour rebondir sur ce que tu disais. J'ai encore une question de Christophe qui me dit, alors moi je travaille dans un secteur de vente dit complexe, voilà. Euh, Souvent les clients me demandent d'envoyer la proposition avant le rendez-vous de proposition qui est déjà pris. C'est-à-dire que le rendez-vous est pris, mais le client me demande et du coup le client puisse s'inspirer entre guillemets et travailler cette proposition pour gagner en efficacité lors du rendez-vous. Est-ce que toi donc la question c'est est-ce que tu conseilles, est-ce que c'est une bonne méthode pour ce type de vente ou toi t'en démords pas, on ouvre le capot le jour du rendez-vous. Je ne suis pas un staccanoviste de Ah, l'argumentation, ça, donc je t'es pas laisse. Non, intégriste. non. Moi, ce que je retiens dans ce que dit Christophe, c'est que il y a le rendez-vous. Alors après, il y a une vente complexe, donc il y a peut-être une proposition qui demande à être peut-être lue, digérée, analysée, peut-être aussi échangée en interne dans cette entreprise au sein d'autres services qui peuvent également peut-être prendre part à la décision. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un rendez-vous, c'est que il y aura de toute façon cette possibilité d'argumenter, de discuter, d'aller au fond des choses. Ça reste du rendez-vous et on est bien éloigné de j'envoie par mail. Donc évidemment, selon les domaines d'activité, selon vos métiers, évidemment, il va y avoir quelques petites particularités, mais je pense que le fait d'avoir quand même le rendez-vous est tout à fait positif. Oui, Donc, clairement, si le rendez-vous est fixé, le rendez-vous est logiquement, ça doit fixé. pouvoir tenir la route. Après, ça dépend effectivement du contenu de la proposition. Si c'est des propositions voilà, qui sont longues ou qui prennent du temps à disséquer, why not? Oui. Et puis peut-être que dans ce cas-là, le client ou le prospect a lui aussi besoin d'emmagasiner des informations, de réfléchir à lui aussi préparer peut-être ce fameux rendez-vous qui sera constructif puisqu'il aura pris part à une réflexion. Donc ça me paraît pas tout à fait, ça me paraît tout à fait raisonnable. Alors, j'ai encore une question qui sort peut-être un peu du cadre, mon cher Marc, donc on va te Question challenger. cuisine, question cuisine. C'est ça. Donc, j'essaye de synthétiser et de résumer. Donc, c'est Patrick qui nous dit, OK, j'ai bien compris l'importance, l'intérêt de défendre sa proposition en face à face, etc. Mais comment ça se passe à la fin du rendez-vous?
Et notamment quand les clients vous disent, bah, OK, je vais réfléchir. Qu'il n'a pas entendu celle-là. On l'a tous, merci Patrick pour la question. Celle-là, c'est la question qui tue. On l'a tous eu une à plusieurs fois, même plusieurs fois, je pense, et, et ça peut se comprendre. Alors après, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais on, on- je réponds à Patrick, à tout le monde, on n'est pas tous fait pareil, hein. Il y a des profils comportementaux qui sont différents, il y a des personnes qui savent s'engager sur une proposition après l'avoir défendue, et puis il y a des personnes qui ont besoin de prendre du recul, de se mettre un peu en retrait, de réfléchir, peut-être aussi de comparer à d'autres propositions qu'ils auraient demandées à droite ou à gauche. Donc, malheureusement, pour un vendeur, pour des vendeurs que nous sommes, c'est toujours un peu frustrant d'entendre cette phrase. Moi, ce que j'aime bien, et pour rester un peu dans cette logique de garder la main sur l'entretien depuis le démarrage, moi, si on me dit ça, je vais essayer de poser deux questions. La première, c'est, si je peux me permettre, vous voulez réfléchir à quoi? Parce que peut-être que je peux vous aider, on est encore là ensemble, donc profitons-en. Il y a peut-être un point que j'ai mal abordé, peut-être que ça vaut le coup qu'on... Donc là, ça va dépendre. Très souvent, la personne va dire non, non, c'était clair, machin, etc. Elle a vraiment besoin de prendre du recul. Et là, malheureusement, on n'a pas 36 solutions que de respecter son choix, si ce n'est peut-être de compléter en disant, il vous faut combien de temps pour réfléchir? Quel est ce délai de réflexion? Pourquoi? Parce que moi, ça va me permettre de savoir sous combien de temps je vais pouvoir revenir vers lui. Si je ne pose pas cette question, je risque de le rappeler toutes les 48 heures. Et au bout d'un moment, je risque de le fatiguer et peut-être qu'il ne me prendra plus au téléphone. Donc, le fait de poser cette question avec tact, avec bienveillance, etc., c'est juste pour lui signifier que je n'ai pas envie de le déranger, que je respecte sa décision et son choix, parce que on dit que le client est roi. Bon, il n'est pas encore client, mais c'est un prospect roi. Il a quand même le droit de réfléchir selon la situation. Donc voilà, le fait de poser ces deux questions va me permettre d'essayer d'en savoir un peu plus, mais je suis d'accord avec Patrick et tous les autres, il y a un côté frustrant parce que je vais repartir avec peu d'informations, en tout cas pas de signature, et puis avec quelques incertitudes que n'aiment pas les commerciaux. Pour rester sur la thématique, on est encore dans le timing. J'ai Magali qui demande donc cette phase de remise de proposition et de défense de proposition lors du rendez-vous. Bah, quel conseil tu donnerais pour la conclure? Selon toi, il faut la conclure comment? La phase d'argumentation, encore une fois, l'étape d'après, c'est la conclusion. Donc, quand je vais démarrer ce deuxième rendez-vous, comme pour le premier d'ailleurs, je vais me fixer des objectifs. J'ai préparé ces rendez-vous, je vais me fixer des objectifs. Quel est l'objectif de ce deuxième rendez-vous? Évidemment, c'est de présenter l'offre. Mais est-ce que j'y vais juste pour présenter l'offre ou est-ce que j'y vais en me disant que si tout est bien aligné, je peux essayer aussi de tenter la signature. Si j'ai le bon décideur en face de moi, si j'ai celui qui prend les décisions et qui a l'autorité pour le faire, ça va déjà me donner une chance de signer. Si c'est pas le bon décisionnaire et le bon signataire, forcément, je me dis que je vais aborder ce rendez-vous avec sans la signature. Et ça, je le sais dès le démarrage. Mais si tout est aligné pour signer, je peux tenter la signature. En tout cas, le face-à-face me donne cette occasion-là. On parlait des objections tout à l'heure. Hein, les objections, c'est ce qui arrive derrière l'argumentation. Donc, si j'ai terminé mon argumentation, qu'on traite les deux, trois questions qui doivent traîner, qui sont donc des objections, une fois que j'ai assaini la situation, une fois que la voie est libre, une fois que j'ai fait peut-être un dernier récapitulatif en m'appuyant sur ces souhaits, sur ces objectifs, je peux tenter tout à fait normalement, en osant, parce qu'il va falloir oser, évidemment, mais il y a rien qui doit me freiner pour tenter une signature aujourd'hui, si tout est aligné pour. En tout cas, Oui, bien je sûr. peux le faire puisque je suis face au client. Oui, et d'où l'intérêt d'un rendez-vous découverte bien mené où on essaye de valider dans le rendez-vous découverte le besoin, le budget, bien évidemment, le timing du projet, et Exactement. puis surtout, est-ce qu'on parle au décisionnaire ou pas, la chaîne de décision. Si on a ces planètes alignées et qu'on part sur un deuxième rendez-vous commercial, tout est aligné pour pouvoir y aller, En tout cas, ce serait dommage de ne pas tenter. Voilà, c'est si clair. tout ce que tu viens de résumer est au vert, ce serait quand même dommage
de rater ce savoir oser qu'il va falloir mettre dans la balance à cet instant précis, parce que tenter une signature trop tôt, c'est pas bon, trop tard, c'est pas bon. Il faut essayer de trouver le bon compromis, mais ce serait dommage en tout cas de pas tenter cette chance-là à ce moment-là en tout cas. Et puis un dernier point Oui, pardon, sur les objections. Si la découverte et l'argumentation ont été bien réussies, logiquement, le résultat, c'est que les objections, il devrait y en avoir très peu. Ou en tout cas, ça devrait être des objections, des questions faciles à évacuer. Bien au contraire, si on se retrouve avec une multitude de questions et de cailloux dans la chaussure, là, il y a de fortes chances que notre découverte aura été peut-être mal aboutie. Voilà, voilà en tout cas ce que je peux dire. oui, et puis c'est vrai que sur la phase de conclusion, en tout cas à la fin du rendez-vous, quand tout est aligné, parce qu'il y a des clients, je parle sous ton contrôle, mais qui ont besoin qu'on leur prenne la main pour signer, hein. Il y a tous les cas de figure. Il y a plein de bouquins là-dessus, mais on pourrait d'ailleurs faire une masterclass que sur les profils comportementaux des clients à la signature. Mais il y en a. Typiquement, moi, je fais partie de quand j'achète, je rentre dans cette catégorie. Moi, il faut un peu entre guillemets, me violer, ça me prendre la main et signer. C'est donc oui, il faut y aller. Et oui, il faut y aller. Et c'est vrai, tu as raison, il y a plusieurs profils, donc forcément, il y a des techniques que l'on va essayer de mettre en avant en fonction du profil que l'on a essayé de déceler tout au long de ce premier, de ce deuxième rendez-vous. Mais même si on ne connaît pas les profils, si déjà on a bien réussi cette phase de découverte et qu'on a bien argumenté sur la bonne offre, il est tout à fait normal, à l'issue de ce deuxième rendez-vous, de tenter, et de tenter avec la ferme intention d'y arriver. C'est pas juste je tente, aller sur un malentendu, vas-y fonce, on ne sait jamais, ça peut marcher. Ça, c'est pas forcément ce qu'il va falloir se dire à l'instant T, mais au contraire, se dire tout est, en tout cas de mon côté, au vert, donc je vais y aller, je vais y aller, et en plus, je vais rendre service à mon interlocuteur, bah, parce que depuis le début, c'est à peu près ce qu'il veut. Donc là, je suis en train de concrétiser. Donc, il faut vraiment déverrouiller ce petit passage à l'acte de la conclusion, parce que c'est capital. Oui, clairement. Mon cher Marc, il nous reste quelques minutes Bon, je pour vais conclure. Oui, juste pour terminer sur terminer et puis et voilà, conclure. juste conclure sur donc tous ces points qu'on a vus. Donc, moi, pour moi, la vente, encore une fois, comme je le dis depuis le commencement de cette masterclass, ça répond à une méthode. Donc, c'est pas grave, je dirais, de ne pas maîtriser la méthode. Il faut en avoir conscience, identifier ses faiblesses. Il y a forcément des points forts. Il faut essayer que chacun qui nous écoute aujourd'hui arrive à identifier ses faiblesses pour essayer de les travailler. Ça, c'est un premier point. Mais si on applique cette méthode qui répond à un enchaînement logique, hein, on a vu prise de contact, découverte, argumentation, etc. Chaque étape doit vous permettre d'avancer, elle doit vous permettre de verrouiller votre entretien de vente afin de vous permettre de garder la main et évidemment d'amener votre interlocuteur le plus loin possible, puisqu'on l'a en face de nous, et le plus loin possible, ça veut dire la signature. Et je ne vais pas paraphraser quelqu'un qui maîtrise bien aussi la performance commerciale, mais qui disait et qui dit que au plus on donne envie d'acheter et au moins on a besoin de vendre en fait, hein. Voilà, c'est un peu le. Alors c'est pas de moi, c'est de Michael Aguilar, je vais le citer quand même parce que faut rendre à César ce qui lui appartient. Mais c'est totalement vrai. Je vais essayer de trouver une petite citation, un petit truc qui colle parfaitement. C'est vrai qu'au plus on aura donné envie, on aura été le plus près possible de ce que l'interlocuteur souhaite, bah, au moins on aura besoin de le pousser. Mais tu as raison, à un moment donné, il faut quand même pousser un peu les gens. En B2B, il faut que ce soit le vendeur qui vende, hein. C'est rarement l'acheteur qui achète en B2B. On le voit plus dans le retail, ça. Oui, 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 complètement. Et puis il faut aussi décomplexer les personnes qui nous écoutent, hein. La vente, c'est un métier, ça s'apprend, c'est des compétences qui se développent. Et je pense qu'il faut aussi sortir un peu, tu me diras, Marc, de l'image d'Épinal. Oui, on est vendeur ou on ne l'est pas. Pas du tout. Non, Il faut arrêter de croire que le vendeur, c'est toujours celui qui a beaucoup de bagou, qui est hyper non. à l'aise, etc. Moi, je pourrais vous citer plein de contre-exemples. En revanche, c'est des compétences qui s'acquièrent, qui se pratiquent. Une vie ne suffit pas pour les développer pleinement, ce qui fait aussi la beauté et la magie de ce métier. Et dites-vous bien que ben, vos concurrents, ils sont dans le même état que vous, ils sont dans la même situation que vous. Et derrière, ben, si vous prenez, entre guillemets, le taureau par les cornes de manière, encore une fois, décomplexée et que vous travaillez petit à petit, il n'y a aucune raison, dès lors que vous êtes
convaincu que ce que vous proposez, c'est bon pour votre marché, c'est bon pour vos clients, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, plein d'espoir, bien évidemment. Moi, je trouve la vente passionnante. Quand on sait vendre dans la vie, on sait tout faire. Et c'est d'autant plus passionnant, encore une fois, que voilà, on ne cesse jamais d'apprendre. Tu as cité Michael Aguilar. Moi, je vous recommande vivement la lecture de son livre. Il en est à sa 7e édition, très intéressant. Et puis j'ai également mon copain Arnaud, que tu connais peut-être, Arnaud Ciel, qui sort là la 4e, je crois, édition de son livre consultant, qui est dédié aux consultants, Vendre pour réussir. Alors j'ai plus le titre en tête exact, mais Arnaud Ciel chez Duno, qui pareil euh, écrit un excellent bouquin sur la vente pour les consultants. Donc si vous voulez continuer à progresser, et puis ceux qui vont nous écouter, si vous souhaitez aller plus loin avec Marc, et que si vous sentez, alors je parle pour toi, mais si vous sentez le besoin d'être accompagné, tu proposes des formations, des accompagnements là-dessus, on est d'accord? Oui, puisque c'est vrai que les livres, c'est intéressant et on en a tous lu et c'est génial. Et quand on a terminé le bouquin, on se dit, mais c'est évident, c'est d'une simplicité incroyable. Mais malheureusement, les réflexes, les mauvais réflexes reprennent vite le dessus le lundi, le mardi d'après. Donc c'est vrai qu'en plus de certaines bonnes lectures, c'est quand même parfois bien de venir déverrouiller deux, trois points bloquants parce qu'on va les mettre en situation, parce qu'on va les pratiquer, de manière à ce que quand vous sortez des formations, bah, vous chassiez les mauvaises habitudes pour prendre les bons réflexes. Mais clairement, et je finirai là-dessus, moi j'adore le développement commercial, j'adore la vente et je passe la plus grande partie de mon temps à faire ça. Et il y a maintenant 2 ans, je sentais qu'il y a un truc qui collait pas. Enfin, tu vois, on est en post-Covid, on reprend les rendez-vous, etc. Et donc, alors moi j'ai la chance de travailler chez WSI, hein, on a notre siège social qui est basé à Toronto, on a beaucoup de staff. Et donc, j'ai demandé à WSI de me mettre un coach commercial. Et donc, depuis 2 ans, je suis coaché commercialement et force a été de constater que j'avais pris de mauvaises habitudes. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que j'étais complètement sorti, ben on en avait parlé quand on a préparé la masterclass, j'étais complètement sorti un peu, je vivais un peu sur mes acquis sur la méthode commerciale et j'étais sorti de la méthode. Et c'est vrai qu'être accompagné, être coaché, ça permet aussi ben voilà, d'être certain qu'on est sur les bons rails, dans la bonne méthode, dans le bon tunnel et finalement aussi soit de prendre, voire de reprendre les bonnes habitudes, parce que comme tu l'as très bien dit en début de masterclass, c'est une méthode qu'on applique et quand on l'applique, ben forcément, c'est mécanique, on augmente ses résultats. Encore merci, mon cher Marc, Merci Olivier, pour merci à tous. ton temps, pour cette masterclass. Merci à celles et ceux qui nous écoutent ou nous écouteront en replay. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h, pour une prochaine masterclass.